Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Avant de commencer l'émission, nous vous proposons la composition du plateau en commençant par notre gauche avec... Bonsoir directeur, c'est Mami Abongo, analyste politique indépendante. Mami Abongo, analyste politique indépendante. Et à côté... Ingénieur Kapangana Maïra, agronome de formation, fermier pratiquant, consultant en développement organisationnel et institutionnel, cadre de la société civile. Messieurs les fermiers, le pays a grandement besoin de fermiers. Ça va réduire l'importation de produits alimentaires et l'indépendance du ventre, nous l'aurons avec les fermiers. Et à côté... Professeur Kouch Ngozo-Louessi, et je suis professeur d'économie de l'environnement. Et je suis également membre du comité consultatif scientifique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est à Addis Abeba. Et je suis essentiellement membre du programme Changement climatique pour le développement. Les climats, on en parle à travers le monde. Et le Congo a un représentant comme vous, c'est une bonne chose. Peut-être qu'à travers vous, nous pouvons gagner ce que nous allions manquer. Si nous pouvons aller à droite... Bonsoir directeur, c'est Aldarish Luboya, je suis président national de la Ligue des jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Nous espérons bien qu'avec la jeunesse, tout ira demain. Oui, j'espère. Alors Gandhi Kassende Bokabo, multiformation, d'abord en droit international public où je suis qualifié comme jurisconsulte international. Par ailleurs, j'ai fait Sciences Po à la Sorbonne et l'École supérieure de journalisme, avec aussi une expérience sur le terrain, non seulement au niveau des entreprises de presse, mais aussi dans les entreprises classiques où j'ai occupé plusieurs fonctions de coordination, sans compter que j'ai été nommé plusieurs fois, élu plusieurs fois, administrateur dans plusieurs entreprises au niveau de la région parisienne. Donc, vous êtes flexible. Flexible. Ok. Et polyvalent. Monsieur? Oui, je dis bonsoir à Noël. Je suis heureux de retrouver le plateau de Forum des médias et les chers téléspectateurs. Pour ceux qui auraient oublié comment je m'appelle Simon Adrien Kalenga. Je suis pharmacien de formation et membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et par ailleurs, secrétaire national, chef du département communication, information et médias et porte-parole de l'UDP Tshisekedi, où on crie toujours Fachi Béton. Ok, monsieur, vous êtes de parti au pouvoir et pharmacien. Il paraît que les médicaleux, ce sont les meilleurs dirigeants. À l'exemple de Houphouët-Boigny et Neto en Angola. Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et Neto en Angola. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. Nous espérons que vous n'avez pas perdu l'habitude d'être nombreux à suivre votre émission préférée, les forums de médias. Ce troisième numéro de l'année 2022 nous permet de jeter un coup d'œil sur l'évolution à l'enseignement supérieur et universitaire avec le système LMD. Et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a tenu une réunion qui allait dans le sens de proposition du plateau ici de l'émission passée. Sachons aussi que la semaine dernière a eu lieu à Bruxelles une rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine. 150 milliards, nous disions, d'euros seraient disponibilisés pour l'Afrique. À Kinshasa, si on peut revenir chez nous, Kinshasa a connu une série de grandes réunions, à savoir la conférence sur le mécanisme de suivi de l'accord de Addis Abeba. C'était le jeudi, et les samedis, c'était les tours de la conférence diplomatique. Avant d'attaquer tous ces points, nous avons reçu un seul courrier de téléspectateurs qui nous dit « Messieurs et mesdames de Forum de médias,
Pouvez-vous rappeler aux gouvernants de ce pays les dangers qui s'est déjà installés dans la capitale avec ces phénomènes qu'on appelle Wewa, affichant un comportement extraterrestre? Le pouvoir central et les gouvernements provinciaux assistent en véritables spectateurs et non comme responsables devant ces désordres occasionnés par ce nouveau type de taxi-moto conduit par les inciviques. De votre côté, vous, le média, semblez ne pas vous en rendre compte, alors que la situation fait peur à tout étranger qui arrive en visite dans notre capitale. José Yoka Isangi, Petro-Congo. Voilà, ça c'est les courriers des téléspectateurs. Est-ce qu'on peut réagir rapidement sur les courriers? Oui, rapidement, directeur. Le problème qui vient d'être relevé par notre cher téléspectateur est lié au fait à cette question d'état de droit et à la question de la répression de la délinquance. Nous sommes, parce qu'il y a bien sûr ces phénomènes, mais déjà dans les secteurs du transport, vous avez tout type de transporteurs, taximens ou chauffeurs des taxibus ou même des bus, parce que vous avez des bus comme Transco qui sont aussi conduits par des chauffeurs qui ne respectent pas toujours la loi ou le code de la route. Et bien sûr, il est évident que dans le rang des certains taxis motos, on retrouve des jeunes qui font montre beaucoup de formes de délinquance. Mais je voudrais rallier ça aussi au fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons une recrudescence ou un retour à une extrême violence qui ressort de la délinquance juvénile avec le phénomène appelé Kuluna. On semble ne plus y faire attention alors que maintenant la situation est d'ailleurs pire qu'avant. Je pense que comme recommandation, c'est que les autorités compétentes doivent en tout cas doivent s'assumer et appliquer la loi de la manière la plus coercitive qui soit, parce que, directeur, vous savez, un être humain, tant que vous lui donnez de la liberté, il va se donner à toutes sortes de vices. Alors, il faudra vraiment beaucoup de coercition pour que l'ordre revienne et que l'état de droit que nous voulons tous vivre pour de vrai. Ok, mais alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, vous savez, on va appeler ça répression, mais ce n'est pas la répression des personnes, c'est la répression de la délinquance, directeur. Qu'est-ce qui est réservé comme issue lorsqu'une personne est prise en cas de flagrance? Parce qu'on a commis, je ne sais pas moi, des injures publiques, des coups et blessures, des insurrections ou toute autre forme de délits. Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'en République démocratique du Congo, quel que soit le forfait que vous commettez, ce n'est pas grave du moment que soit vous pouvez avoir de l'argent, soit vous pouvez avoir de l'influence. Et aujourd'hui, les mototaxis, par exemple, ont d'une manière ou d'une autre de l'influence parce que soit étant ralliés à un parti politique qui a de l'influence au pays, soit parce que par leur regroupement, ils forment une forme de pression qui fait que les autorités compétentes préfèrent ne pas avoir à se frotter à cette masse-là. Et normalement, c'est la loi qui doit primer et qui doit s'imposer. Donc, l'issue, la solution, c'est qu'il faut que les personnes qui commettent ces forfaits soient arrêtées et mises devant leurs responsabilités, mais face à la loi et de la manière la plus coercitive qui soit. Il ne faut pas de négociations, il ne faut pas des trafics d'influence. Il faudrait que les services en charge de l'ordre public s'assument comme il se doit et aussi renvoyons la balle de leur côté parce que il faut dire aussi que nos services de l'ordre ne sont pas toujours exemplaires. Donc la loi doit s'appliquer à tout le monde et à tous les niveaux. Oui, parce que M. José Yoka Isangi,
met les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux devant leurs responsabilités. Ils disent qu'ils se comportent non en responsables, mais en spectateurs. Qu'est-ce que vous en dites, M. Kapangana? Oui, mais je suis d'accord avec mon frère Loboya, mais quand même, il faut essayer de voir aussi l'affaire en face. Le phénomène Wewa répond à une demande, à un débordement de transport en commun. Tout le monde est d'accord avec ça. Et c'est un phénomène qui naît. Nous, quand il y a 10 ans, il n'y a personne qui parlait de ça. C'est quelque chose qui est arrivé juste pour pallier à pas seulement à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Mais maintenant, un phénomène naît, c'est comme le phénomène marché pirate et tout ça. Mais moi, j'ai toujours posé la question, est-ce que le Wewa trouve quand même de personnes à transporter et à amener quelque part? Oui, c'est-à-dire que c'est un besoin. Maintenant, c'est au gouvernant de pouvoir prendre les choses en main. Est-ce qu'il y a un édite qui organise, par exemple, le transport en commun de Wewa? Maintenant, on va les arrêter sur base de toutes les lois qui ont existé depuis longtemps. C'est comme ça que l'autre jour, je disais que nous manquons de lois modernes, des lois qui, en fait, sont centrées sur quelque chose qui est tout à fait là. Les Wewa font ce qu'ils veulent, tout simplement comme s'ils étaient dans un pays qui n'est pas gouverné. Donc, on ne sait pas à quelle loi ils doivent se référer. Comment ils doivent conduire? Est-ce qu'il y a une police spéciale pour eux? Est-ce qu'il y a des bandes désignées pour eux? Parce que c'est un phénomène. Maintenant, il faut faire avec. Ça vous bouche toute la route, même quand il y a un ambassadeur ou bien un émissaire, je ne sais pas, de haut rang qui est en train de venir, toute la route. Si on prenait des photos aériennes sur Kinshasa, mais les rues de Kinshasa sont sales, il faut dire ça comme ça. Parce qu'il y a quand même une certaine beauté aussi qu'il faut réserver dans une ville, tout ça. Donc le problème, ce n'est pas... Ils répondent à un besoin, mais ils rencontrent un vide. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'administration. Donc il y a pas de règles. Une pauvreté administrative qui, en fait, nous condamne en tout. On n'a pas de règles qu'il faut, on n'a pas de personne pour réprimander, comme il le dit là-bas. Et puis maintenant, chacun se comporte comme il peut. L'être humain est comme cela, quand il n'y a rien qui le contraint, il s'avance. Il n'y a pas de garde-fou. Donc, il n'y a pas de garde-fou. Ce n'est pas leur faute. Il faut que ceux qui les gouvernent, donc je demande particulièrement au gouvernement de la ville, de pouvoir quand même produire un édite qui organise quand même ce transport-là, parce que c'est une réalité aujourd'hui. On peut dire maintenant, on supprime. Mais si vous supprimez le Wewa aujourd'hui, je vous dis, ça va encore poser de grands problèmes dans le transport en commun. Donc, c'est un transport qui est tout à fait admis aujourd'hui. J'étais dernièrement à chose-là, mais c'est quel pays-là? Au Bénin, à la capitale. Il y en a. Mais ils sont très nombreux, mais ils suivent une certaine... Organisée. Alors, mais quand vous les laissez, vous ne faites rien, donc ils vous doublent à droite, ils vous doublent à gauche, tout ça. Et donc, il faut quand même que ceux qui nous gouvernent essayent aussi de voir que c'est important pour nous, les Wewa, mais pas de cette façon-là, qu'ils ne s'organisent pas, mais qu'ils soient organisés par le gouvernement, ou bien central, ou bien... Ils commettent aussi beaucoup de forfaits de l'ordre de droit commun. Hein. C'est ça le problème. En fait. Pour le transport, je peux dire que le code de la route résout bon nombre de questions, mais c'est surtout sur certains forfaits de droit commun qu'on retrouve nos chers compatriotes. Ils arrachent les sacs aussi. Hein, oui. les sacs, ils brûlent les voitures après l'accident. Oui, alors Madame Abongo, rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Vous savez, le phénomène Wewa, tous ces jeunes garçons qui montent sur des motos pour faciliter le transport, quelque part, ils aident aussi la population. Hein. Mais ils offrent un spectacle désolant, Monsieur Noël. Là où les voitures devaient parquer, vous verrez, là où les piétons doivent se mettre, attendre leur transport, ce sont les Wewa. Et ils se multiplient comme des abeilles. Donc souvent, les piétons n'ont pas où mettre les pieds. Toutes les places sont occupées par les Wewa. Donc le spectacle est malheureux. Moi, ce que je voudrais proposer à notre autorité provinciale, si je peux m'exprimer ainsi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui puisse responsabiliser les bourgmestres. Parce que souvent, nos bourgmestres semblent dormir, semblent ne rien faire. N'est-il pas possible qu'on charge nos bourgmestres de répertorier tous ces Wewa qui sont dans des communes? Je prends la commune de la Gombe. S'il y a des Wewa,
Le bourgmestre, on ne peut pas les recenser. Qu'on sache comme un bourgmestre doit quand même savoir, dans ma juridiction, il y a autant de Wewa. Autant de messieurs qui conduisent les Wewa. Il n'y a pas de femmes, malheureusement. Nous ne sommes pas dans ce genre de choses. Peut-être au Burkina Faso ou à Dakar, mais pas ici à Kinshasa. Je vous dis, c'est tellement dangereux. Ils sont aujourd'hui l'objet des accidents. Beaucoup de gens restent avec des défauts corporels à cause de nos amis Wewa. Si on peut les répertorier, savoir est-ce qu'ils ont les documents qui leur permettent de conduire les motos. La majorité n'en ont pas. C'est un moyen qu'on peut utiliser, un moyen de faire pression sur eux si on veut quand même réduire le nombre. Parce qu'au fur et à mesure, le nombre va crescendo. Et c'est inquiétant pour notre vie. Vous avez parlé des sommets tout à l'heure. Notre pays devient aujourd'hui visible. Mais quand on doit offrir ce genre de spectacle, où des chefs d'État arrivent, mais ce sont des Wewa qui sont là en train de faufiler, ça ne donne pas un bon spectacle pour notre pays. Donc, il faudra que nos autorités... José Yoka Isangui dit la situation fait peur à tout étranger qui arrive. Et aussi la sécurité, M. Noël. Vous avez dit tout à l'heure, des braqueurs, ce sont ces conducteurs de Wewa. Quand vous montez dessus, on vous pompe quelque chose, vous perdez le contrôle, on vous braque. Donc, ils sont nocifs et aident aussi en même temps. Donc il faudra que nos autorités mettent le boucher double, chercher à les identifier. Et s'il faut décourager ceux-là qui n'ont pas de papier, qui n'aient plus le droit de circuler sur la route. Parce qu'ils sont incontrôlés. Nos policiers sont dépassés. D'ailleurs, on leur demande rien. Et ils dépassent n'importe comment. Et ils causent des accidents. Et c'est surtout les femmes qui aiment bien monter sur les motos. Ça, je suis témoin. Nous aimons bien, nous aimons la facilité et nous prenons facilement les motos. Et où nous arrivons, c'est souvent des cas déplorables. Donc, il faudra que notre autorité, le gouverneur de la ville, les bourgmestres, même le ministre provincial du transport, j'ai oublié son nom, qui puisse un peu voir comment, M. Bokoso, qui puisse un peu voir comment ils peuvent contrôler cette masse. Parce que quand vous allez à magasin, c'est le même scénario. Vous allez à Pascal, c'est le même scénario. Sur la place Victoire, c'est le même scénario. Donc, je vous dis, ils encombrent la ville. Ils encombrent la ville et il faudra quand même chercher comment les contenir. Et moi, je crois que c'est possible. Ok. Alors, le professeur voulait dire un petit mot en attendant, monsieur Kalengao, on viendra chez vous. Merci beaucoup, directeur. Je pense que c'est une économie de survie. C'est pourquoi vous parlez de tout ça, de tous ces bévues. En réalité, c'est un phénomène qui n'a pas été encadré depuis le début. Mais si je prends l'exemple du Kenya, c'est plutôt celui qui devait entrer au pouvoir qui a amené ce phénomène, le président Kibaki. En 2002, il amène un programme dans lequel il dit on doit prendre tous les jeunes délinquants et les responsabiliser. Il demande à ce que son gouvernement donne des motos à crédit à tous ces jeunes délinquants qu'on avait déjà répertoriés par la police par-ci par-là. Et aujourd'hui, ces jeunes gens sont devenus même des subsidiaires, des acteurs subsidiaires de la sécurité nationale. Ils donnent des informations à tout moment à la sécurité de ces pays-là. De qui est entré, il est parti où, ainsi de suite. Et comme disait Mme Abongo, on devait d'abord les recenser, savoir qui est qui. Et en ce moment, on les encadre. Ils ont même une association. Ils ont même des crédits spécialisés pour eux. Donc, pour avoir un crédit, il faut quand même être connu. Et à ce moment-là, les gens deviennent très, très disciplinés. Mais les gens disent qu'avant 2002, si vous allez à Nairobi, une femme ne pouvait pas porter des chaînettes. Parce que ces jeunes gens étaient toujours là pour arracher les boucles d'oreilles, les chaînettes, etc. Donc, je pense que c'est une économie de survie. Mais maintenant, nous devons en faire une économie formelle. Alors, il faut que tous les ministères en charge de l'économie, de la jeunesse, du social, entrent. Ils mettent en place une commission interministérielle pour étudier quelles mesures mettre en place pour essayer un peu d'encadrer ces jeunes gens. Parce que, comme tout le monde l'a dit, s'ils ne sont pas là, c'est aussi l'économie formelle qui sera en difficulté. Voilà. Oui, monsieur le secrétaire national de... Oui, mais on dit que c'est vos militants aussi. Non, nous avons... les combattants de l'UDPS se retrouvent dans toutes les couches de la population congolaise. À partir des intellectuels jusqu'aux maraîchers, aux agronomes. En tout cas, l'UDPS ratisse large pour ce qui est de ses membres.
Donc il n'y a pas que les Wewa qui seraient membres de l'UDPS. Il y en a qui sont membres de l'UDPS, mais pas que eux. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Ce que nous déplorons, c'est le désordre dans la circulation. Ce n'est pas le fait que le Wewa appartient à l'UDPS. Le désordre dans la circulation est censé être régulé par la police de roulage. Donc, posons le problème là où il se pose et ne le déroutons pas. Commençons par nos routes. Est-ce que nos routes ont prévu les pistes cyclables? Il n'y en a pas, pour la plupart. Donc déjà, sur la route, on ne sait pas où les motocyclistes peuvent rouler. Donc la réglementation commencerait d'abord par prévoir le cadre dans lequel la moto peut circuler sur la route, afin de demander aux motocyclistes d'être sur la piste cyclable. La faute n'est pas aux motocyclistes. Organisons nos routes, réglementons nos routes. Quand même nous prenons les véhicules à 4 roues, sur une route, il y a combien de bandes de véhicules qui sont prévues? Nous voyons à travers la ville des véhicules à 4 roues rouler sur les dalles de caniveau. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas à admettre non plus. Donc, le problème est dans l'organisation de la route, dans la réglementation de la circulation sur la route, pour arriver justement à ce que chacun sache où se mettre. Les piétons, ils circulent où? Il y a des avenues, il y a des routes où les maisons constituent la bordure de la route. Prenez le tronçon boulevard Sendoué. Moi, j'ai vécu là-bas de tout le temps ici. Aujourd'hui, les maisons en bordure du boulevard Sendoué terminent là où commence la chaussée Tarossab. Les piétons n'ont même pas de place sur l'avenue Sendoué, le boulevard Sendoué. Ça, ce n'est pas la faute aux piétons, ce n'est pas la faute aux motocyclistes. Et ce n'est pas la faute aux véhicules qui se mettent en 5 bandes là où c'est prévu 3. La police de réglementation routière doit être à même de réguler la circulation en disciplinant tout le monde. Maintenant, il faut prendre ce problème-là d'une manière globale en nous disant ceci. Le Congolais, quand il se retrouve devant une interpellation par la police et qu'on lui colle une amende, ça ne lui dit absolument rien. Déjà, l'argent qu'il va payer ou qu'il peut négocier, il n'en connaît pas vraiment la valeur et surtout, ça ne vient pas de sa poche, il va demander à la famille, ainsi de suite. Mais nous avons vu ici l'expérience de Musée Laurent Désiré Kabila. En moins de 2 jours, lorsque les véhicules surchargeaient les passagers, il a suffi qu'on ait bastonné 2 ou 4 conducteurs de véhicules. Toute la ville s'était mise en rang et on avait respecté le nombre de passagers à bord de véhicules. Parce que le Congolais a peur du fouet et pas peur des amendes payantes. Donc là, c'est la mentalité, c'est la psychologie maintenant du Congolais qu'il faut savoir, l'autorité, quelle est la mesure à prendre face au débordement de la population. Faut-il revenir au fouet même pour une semaine? Non. Ou faut-il aller aux amendes et autres? C'est le Congolais qui est têtu, ce n'est pas le Wewa. Et la police doit obtenir les autorisations nécessaires pour appliquer les mesures qui ramèneraient le Congolais dans les rangs. C'est ça le problème, à mon avis. Ok, rapidement, alors, c'est beau. Je vais clôturer rapidement en quelques secondes. Moi, j'ai dit, le Wewa, c'est un couteau à double tranchant. À la fois, comme vous l'avez tous dit ici, c'est un besoin au niveau de transport. Mais en même temps, si vous le regardez très bien, les Wewa deviennent aussi une difficulté pour rouler sur Kinshasa. Et ce sont aussi ceux qui font qu'à un moment donné, les véhicules ou les piétons ne peuvent plus circuler. Ça pose un problème. Comme tout le monde l'a dit, je crois que la première des choses à faire, c'est d'identifier tous ces gens-là. Les identifiant, faire en sorte qu'ils payent des taxes de l'État. Ils ne payent pas des taxes de l'État. Mais il pose un certain nombre de problèmes. S'il y a un accident entre un véhicule et un Wewa, sachez que si vous traînez là, vous êtes mal. La voiture va être brûlée.
beaucoup de voitures, de véhicules ont été brûlés sans que l'État intervienne, sans que la police intervienne. Il faut arrêter ces gens-là, il faut arrêter avec les amendes. Il faut que ces gens-là fassent ce qu'on appelle des travaux d'intérêt public, puisque les prisons sont remplies, on ne peut pas les mettre en prison. Il faut pendant une semaine ou pendant un mois qu'ils fassent des travaux d'intérêt public pour comprendre les choses. Et puis pouvoir juguler cela, réduire la malfaisance de ces motos. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. Comment? C'est faire en sorte d'organiser le transport autrement. Acheter de nouveaux bus, pas seulement de la taille de Transco d'aujourd'hui ou de taille intermédiaire, pour pouvoir réduire le nombre de motos. Puisque les gens prennent des motos, pourquoi? Puisqu'il n'y a pas assez de moyens de transport. Quand il y aura assez de moyens de transport, ça va réduire le nombre de motos. Et puis, dans chaque ville, on doit les répertorier. Comment? Mais oui, puisque si on régule les embouteillages, on a des transports beaucoup mieux servis au niveau de la ville, mais il faut aussi, à un moment donné, donner des limites. Dire que pour chaque ville, ou du moins pour la ville de Kinshasa, on ne devrait pas dépasser tel nombre de motos, puisque tant qu'on ne limite pas les motos, tout le monde vient, achète ses motos, etc. À un moment donné, il n'y aura que des motos sur les routes de Kinshasa. Les véhicules ne pourront plus circuler. Aux autorités de prendre la mesure de la chose, telle que le téléspectateur l'a dit, et qu'ils prennent la responsabilité d'organiser les transports autrement et de punir, de sévir là-dessus. Le train, parce qu'une ville comme Kinshasa, ce n'est pas toujours des véhicules à 4 roues là qu'il faut. Il faut des grands moyens, comme les ferroviaires, ou même le bateau entre le centre-ville et l'aéroport et Maluku. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur la route avec des véhicules qui n'ont pas une grande capacité, pendant que le chemin de fer peut charrier beaucoup de monde? Qu'on remette le chemin de fer en circulation, comme ça, la capacité les routes seront peut-être moins inondées. Vous avez tout à fait raison, parce que au Sénégal, par exemple, maintenant, c'est les trains qui transportent la grande partie de la population en déplacement. Alors, c'est l'État qui est mis devant ses responsabilités. Ils ne sont pas formés sur le gouvernement provincial, la capitale, c'est une ville-province. Le gouvernement provincial devait faire un effort. Parce que les motos, nous, ça vient d'arriver. Mais l'Afrique de l'Ouest, les motos sont depuis longtemps là-bas. Mais quand vous y arrivez, il y a la discipline. Ce n'est pas le désordre. Mais ici, c'est le désordre parce que l'État n'a pas pris les choses au sérieux pour encadrer ces jeunes gens. Et la police de roulage ne joue pas son rôle qu'il devait jouer. La police de roulage est dépassée. Et puis, je me demande si ces gens qu'on appelle police de roulage, s'ils étaient en formation quelque part pour diriger, comment réguler la politique doit être pensée. Alors, vous parliez aussi de véhicules à 4 roues. Mais sur les véhicules à 4 roues, il y a aussi un phénomène. Vous ne faites pas attention à ça. Nous sommes dans un pays où la priorité est à droite. Quand la priorité est à droite, le volant doit être à gauche. Mais aujourd'hui, nous avons priorité à droite avec volant à droite. Voilà. D'accord, nous sommes déjà dans un pays où il n'y a pas de permis de conduire, donc c'est compliqué. Voilà les problèmes. Ça sont des choses. Et jusque-là, l'État n'a pas encore. Il y a un gouvernement, je me souviens, un gouvernement qui a voulu arrêter les phénomènes. Volant à droite. Mais on en parle plus. C'est un silence total maintenant. Et je me suis amusé aussi à observer sur la route les volants à droite, là. Et bien, sur 10 voitures qui passent, vous avez 8 volants à droite et 2 volants à gauche. Moins cher. Donc, code de la route chez nous moins cher n'existe pas. Oui. Voilà, c'est un autre danger. J'espère que les responsables en tiendront compte
Avec votre permission, Noël, vous voyez encore un problème là où il y a les séparateurs sur la route. Oui. Par exemple, sur le boulevard Lumumba, de Bonon-Massina. Les séparateurs est là, le saute-mouton est à distance, et les piétons qui veulent aller d'une rive à l'autre enjambent le séparateur, oui, pendant que les véhicules passent à toute allure. Et ça, il n'y a aucune autorité routière qui songe à régler cette question-là. En tout cas, vous êtes à Massina pour traverser le boulevard d'un côté à l'autre. Il faut être plus rapide que la chauve-souris pour passer entre les véhicules. On dribble les véhicules pour traverser la route. Il faut dribbler les véhicules. Ah, c'est un phénomène terrible, ça. Voilà. Les piétons dribblent les véhicules, plus que des saillots qu'il y a. Et sous la barbe de la police routière. Même au niveau de 7e rue à Limété, où il y a le passerelle. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Les policiers qui sont là-bas, ils sont nombreux d'abord. Au lieu d'obliger la population de prendre des passerelles, au contraire, ils les accompagnent pour traverser. Vous imaginez? Donc, ces passerelles ont coûté excessivement cher pour préserver la vie de citoyens. Et la police de roulage devait mettre l'accent là-dessus en disant « prenez-la ». Mais au contraire, ils accompagnent. Peut-être pour avoir quelque chose là. Oui, il y a toujours. Et voilà, c'est malheureux. Nous parlions de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur Ngonzo, une réunion s'est tenue au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire la semaine dernière. On parle de l'innovation MLD. Et sur ce plateau, on avait dit qu'il fallait partir avec méthode. Est-ce qu'il y a une loi qui réglemente cette innovation? Merci beaucoup, directeur. C'est une très bonne question. D'ailleurs, je vous félicite parce que votre émission a eu des échos et le ministre a fini par réagir. Et il a réagi dans le sens de votre émission. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Donc le ministre, en mettant en place, pas mettre en place, mais mettre en œuvre les LMD, il se réfère à une loi. Pas une loi, il y en a même beaucoup, mais les deux lois. Il y a une loi de 2014 qui organise les LMD, l'arrimage du système congolais au système LMD. Il y a aussi une loi de 2018 qui organise qui organise les statuts même du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Donc, ces deux lois-là sont complémentaires et quand on les lit, on voit clairement là où on veut amener le pays. Nous voulons amener le pays vers un système éducatif qui permet à un jeune homme de faire un doctorat en 8 ans. Donc, 3 ans de licence, 2 ans de maîtrise et puis 3 ans de doctorat. Si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vraiment, il peut faire son doctorat en 8 ans. Et avec ce système, donc, on peut arriver à former beaucoup plus de docteurs et de renouveler la classe enseignante, avoir des professeurs qui sont un peu plus jeunes. Mais ce qui se passe en ce moment ici, est que le ministre a voulu un peu créer une confusion dans la tête des gens. D'ailleurs, on le voit même sur Internet et dans les réseaux sociaux. Comment les gens interprètent un peu cette loi-là. Il y a des gens qui disent même que la première licence à LMD, c'est les GADUA d'aujourd'hui, les G1 d'aujourd'hui. Deuxième licence en LMD, c'est les GD d'aujourd'hui. Et L3 en LMD, c'est les G3 d'aujourd'hui. C'est faux, c'est pas ça. Parce que ce système doit nous permettre de faire un transfert de crédit. Quelqu'un qui a la première licence au Congo, qui veut faire la première licence en France. Mais ça doit être la même chose, de sorte qu'il y ait transfert de crédit. Mais si vous prenez un G1, c'est-à-dire quelqu'un qui commence l'université chez nous, avec les mêmes programmes de GADUA, et vous dites qu'il va faire la première licence en France, la deuxième licence en France, c'est pas correct, on ne va pas accepter ça. Donc cette confusion-là a fait que même le conseil d'administration a été un peu hésitant. Mais quand le ministre les a rassemblés, ils étaient clairs, ils ont dit non. Nous avons commencé progressivement avec des écoles pilotes qui devaient expérimenter l'innovation. Ben maintenant que vous voulez généraliser, non. Commençons d'abord par, cette année, tous les G1 vont être admis en L1. Donc il n'y aura pas de G1. C'est ça la plus grande décision, c'est celle-là. Ça sera plutôt pour les G1. C'est-à-dire les G1 est banni.
toutes les institutions vont organiser les L1. Donc ça sera progressif. Oui, c'est ça. C'est ce qui les conseils d'administration ont voulu un système progressif. Et depuis longtemps, ils étaient en train de gérer ça progressivement. Mais les ministres voulaient généraliser. Il s'est évité des problèmes. Le président d'ailleurs avait dit ça, qu'il y a des prérogatives qu'il faut respecter d'abord, des prérequis. Et je crois que le président a pris l'initiative de pouvoir convoquer une commission-là interministérielle pour voir un peu quels sont les prérequis à rassembler et que l'on puisse lancer le système. Et les conseils d'administration ont souhaité à ce qu'on puisse commencer avec le L1 dans toutes les institutions. Mais la question qu'on se pose jusqu'à maintenant, quel est le plus grand prérequis en enseignement supérieur? Même dans tout enseignement. C'est d'abord l'enseignant, n'est-ce pas? Et la loi de 2018 dit clairement, est assistant à l'université, c'est lui qui a un diplôme de deuxième cycle. Dans le LMD, deuxième cycle, c'est la maîtrise. Mais 99% de nos enseignants à l'université, ici dans ces pays, sont des licenciés. Alors, quand vous lancez le système, tous les premiers gradés deviennent les premières licences. Qui va enseigner? Ce sont ces licenciés-là qui vont enseigner. Déjà là, nous sommes déjà en train de violer la loi elle-même. Donc, il y a un sérieux problème. Je me rappelle, Steve Bika a insisté. Il dit, non, on doit d'abord commencer par former des gens. Et il a commencé à donner des bourses à ces gens. J'ai posé la question. On me dit, conseil d'administration, beaucoup de ces gens-là ont bouffé les $3,000 qu'on leur donnait. Ils ne sont pas partis en formation? Non, ils ne sont pas partis. Ils ont bouffé l'argent. Pourtant, le ministre avait bien vu. Il dit non. Avec ce système, beaucoup de gens risquent d'être disqualifiés. D'ailleurs, le ministre qui est venu après, Thomas Loaka, il a même émis une instruction disant que je vous donne 2 ans, de 2019 à 2021, 31 décembre. Vous, assistants, chefs de travaux, qui avez des licences, allez faire une maîtrise. Si vous ne terminez pas au 31, vous serez soit réduit au rang d'administratif s'il y a de la place, ou bien vous serez simplement remercié. Est-ce que le ministre a tenu compte de tout ça, de tout ce que ses prédécesseurs ont fait avant? Non, c'est pourquoi nous avons des difficultés. Et ça crée de la confusion dans la tête des gens qui sont en train de dire G1 égale à L1 dans LMD. Et il a même dit ceci. L1 d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de M1, c'est la première maîtrise dans LMD. Pourtant, la loi dit que pour être admis en maîtrise, il faut d'abord avoir un diplôme de licence. Mais l'étudiant qui a L1, il a eu un diplôme de licence où? Dans quel pays? Même dans ces pays-ci, non. Comment on peut l'admettre en L1, en M1, en première maîtrise? C'est impossible. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment un dysfonctionnement au niveau même de notre compréhension même du système. Mais le conseil d'administration a été un peu plus modéré parce qu'il s'est dit, si on dit ça ne commence pas, on fouille encore le ministre. Ben, si on dit aussi qu'on généralise, là aussi, nous allons biaiser complètement les lois qui existent dans ces pays. Alors, ils ont dit, bon, commençons d'abord par la première année. Voilà, c'était ça la grande décision. Mais ce que nous apprenons, qu'il y a même des licenciés qui sont secrétaires généraux académiques. Licencié, secrétaire général académique. Même DG. Ça signifie qu'il contrôle les professeurs. Effectivement. Qui sont dans l'enseignement. Oui. Et les professeurs sont des docteurs. Oui. Donc, un licencié qui contrôle des docteurs. Effectivement. D'ailleurs, c'est un problème parce que j'ai vu des gens qui ont même qui poursuivent les ministres au Conseil d'État. D'ailleurs, on n'en parle même pas. Le Conseil d'État est trop lent en cette matière. Beaucoup de personnes ont poursuivi les ministres à cause de ça. Comment vous allez nommer un licencié, assistant, secrétaire général académique? C'est comme si on ne comprend même pas les termes académiques. Un assistant, un chef de travaux n'a jamais été un cadre académique à l'université. C'est un cadre scientifique. C'est un auxiliaire, en fait, de l'enseignement. Il aide les profs à faire ses recherches et puis parfois à enseigner aussi. Mais il ne peut pas être un cadre académique. Et le ministre a bafoué toutes les lois. Il dit non, je nomme cette personne ici, elle est compétente. Et vous les nommez comme DG. Mais je pense que le président de la République doit aussi se réveiller parce qu'on ne peut pas nommer recteur d'université quelqu'un si arrêté ministériel. Il doit être nommé sur ordonnance présidentielle. Mais ici, comme c'est le ministre qui dit non, bon, on bafoue ça, on donne à n'importe qui. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils sont capables de pouvoir renvoyer les licenciés qui enseignent à l'université? Parce qu'eux-mêmes sont des licenciés. Ils ne seront pas capables. Donc c'est un problème. Donc la loi est en train d'être violée sur presque tous les plans.
Mais nous devons être un peu vigilants de ce côté-là aussi. Alors, Madame Mabongo, Merci beaucoup, Monsieur Noël. À entendre ce que le professeur Ronzo vient de dire tout à l'heure, je me dis que ce programme LMD risque de nous poser beaucoup de problèmes. ça pose déjà problème. Oui, ça risque de poser des problèmes à la longue parce que, vous savez, notre système universitaire est tel qu'il est. Et vous savez qu'en Occident, est-ce que les diplômes congolais sont acceptés en Occident, en Belgique, en France, en Angleterre? Non. Bon, maintenant, on nous apporte le système LMD. Moi, je pense qu'il faut aller lentement. Nous avons un système, c'est-à-dire on commence par le premier graduat, deuxième, troisième, on fait une monographie, on va en licence. Maintenant que nous venons d'adopter ce système-là, LMD, quelque part, implicitement, c'est comme si le graduat là ne va plus exister. Or, nos cours en droit, en économie sont bien structurés. C'est-à-dire en première année, vous avez tel cours, deuxième ainsi de suite, troisième. Mais maintenant avec ce LMD, tous ces cours-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que directement, il y a la licence, professeur, directement, il y a la licence, la maîtrise et le doctorat. Vous ne trouvez pas que nos étudiants vont passer ces étapes avec des lacunes? Prenez par exemple quelqu'un qui fait le droit. Avec ce système LMD, il risque de passer avec des lacunes. Celui qui fait la médecine, il risque de passer des classes avec des lacunes. Donc on doit aller, mollo, savoir que faire des cours qu'on donne pendant les 3 années avant. Ou créer un système où les étudiants étudieront de manière intense pour racheter le temps qu'on devait passer pendant les 3 ans. Donc ce système, c'est très bien, ça renouvelle la classe enseignante, mais quelque part, si on ne fait pas attention, nos étudiants auront de sérieuses lacunes. Oui. Oui, monsieur Le Boya. Oui, vous allez me permettre, parce que je ne suis pas un académique, je vais plutôt réagir comme un politique. Sur cette question des LMD, parce que le professeur a parlé tout à l'heure du but poursuivi qui était lié à vite renouveler la classe enseignante et la classe scientifique. Non, c'est que nous puissions devenir concurrentiels par rapport à d'autres universités. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. C'est ce que je voulais apporter comme précision, parce qu'il y a effectivement 2 volets. Le premier, quand on dit LMD, c'est parce que nous avions un système traditionnel, bien sûr, mais on considérait les différents candidats, les capacités des différents candidats, suivant les cycles qu'ils fréquentaient. Graduat, licence, après vous pouvez faire les études approfondies et puis le doctorat. Aujourd'hui, l'idée, c'est de capaciter, permettez-moi le terme, c'est de capaciter rapidement les citoyens pour qu'on atteigne donc un degré de capacité. Par exemple, avant, pour avoir la licence, il nous fallait 5 ans. Maintenant, on dit qu'on met en place un système qui vous permet d'avoir ces capacités en peu de temps et ainsi de suite. Donc, le premier besoin politique, c'est d'avoir des citoyens ou des personnes, parce qu'il n'y a pas que des nationaux, mais des personnes qui seraient les plus rapidement aptes à apporter à la société ce qu'il faut en termes de croissance, en termes de développement et consorts. Deuxième raison, comme vous l'avez évoqué, le professeur l'a aussi dit, c'est de nous mettre au même point d'égalité que les autres pays à travers le monde. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont avancé sur ces plans, notamment le Cameroun. Nous, on ne peut pas toujours rester en arrière. C'est-à-dire quoi? Que si un étudiant, parce que il ne faut pas faire d'analogie pour dire qu'on supprime le graduat et on n'a que la licence. Non. En réalité, c'est que moi, je suis considéré, si je suivis le système graduat-licence, que pour avoir une certaine capacité, il m'a fallu 5 ans. Alors que les autres ont déjà un programme amélioré avec les systèmes de crédit qui fait qu'en 3 ans, il a la même capacité. Alors, il fallait mettre au même point, au point d'égalité, en tout cas, les étudiants congolais que les étudiants d'à travers le monde. Alors, ce que je voulais rajouter, parce que quand le professeur a posé la question, en matière de prérequis,
Moi, j'avais donné une autre réponse que la sienne, parce qu'il a dit le premier prérequis, c'est l'enseignant. Alors que pour moi, le premier prérequis, c'est le programme. Si aujourd'hui nous voulons faire équivaloir nos diplômes aux diplômes d'autres pays, c'est le programme académique. Non, quel est le programme académique? Normalement, il fait le programme. Mais ce sont les autorités. À l'université, non. À l'université, c'est l'enseignant qui fait le programme. Excusez-moi. Non, je dis, c'est que ça se fait. Ici, c'est comme ça que je vous ai dit, moi je parle en tant que politique. Quand vous prenez les gens du bureau du ministère de l'enseignement pour faire le programme, c'est pas ça. Non, mais s'il vous plaît. C'est nous qui faisons le programme. Moi, je fais un programme, j'ai envoyé au ministère. Non. Les ministères doivent... Oui, c'est comme ça. Ça, c'est vous qui le dites, mais comprenez-moi. Je me mets au niveau de la sphère étatique. Un pays a des objectifs. C'est sur base des objectifs d'une nation qu'on définit le programme de l'école primaire. Mais qui va définir le programme? C'est l'enseignant. J'en arrive. Hein. C'est au niveau de l'école, on va se dire que pour nous, au primaire, voici ce que l'enfant doit apprendre en première année. Qui va dire ça? Voici ce qu'il doit apprendre en deuxième année. Moi, ici, je vous ai dit, permettez-moi, professeur, avec tous les respects, je vous le dois, vous êtes un éminent professeur. Moi, je me mets dans la peau du politique. Notre pays doit aller vers quelque part. Bien sûr, nous définissons la politique, mais nous ne la définissons pas seuls. Nous la définissons avec les experts que vous êtes en matière d'enseignement supérieur, par exemple, tout comme on pourrait recourir à ceux aussi qui sont experts en matière d'éducation primaire, secondaire et tout ça. Mais le prérequis, comme je vous disais, pour revenir, pour qu'on ne se perde pas, c'est d'abord le programme. Est-ce que nous avons aujourd'hui déjà finalisé la question du programme du système LMD qui doit nous mettre en équivalence? Je l'ai dit parce que vous allez me comprendre. Moi, j'ai un master en microfinance, mais que j'ai dû suivre ici. Donc, j'ai 2 diplômes en fait. J'ai un diplôme, non, en présentiel, avec un programme du gouvernement allemand. Okay. Et nous avons dû être sur 2. Donc, j'ai en même temps une licence et un master. Master reconnu à l'étranger, mais ici, comme à l'époque, le gouvernement n'avait pas encore homologué les systèmes LMD, c'est une licence. Vous voyez? Comment ça? Vous comprenez l'ambiguïté de la question. Ça veut dire qu'il y a une université à l'étranger qui me reconnaît comme détenant un master. Ton diplôme, c'est écrit quoi? Mais je vous dis que j'ai le 2. Le diplôme, c'est écrit? Le diplôme qui est master décerné ici en République démocratique du Congo, c'est la licence parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de LMD. Mais il y a une université à l'étranger, la Frankfurt School, qui me reconnaît comme ayant un master degree. Frankfurt School of Finance. Of Finance and Management. Vous voyez un peu. Donc, moi, la question aujourd'hui, pour moi, le prérequis dont nous parlions, c'est quel est le programme? Est-ce que nous avons ces programmes qui nous met réellement en équivalence? Parce que du moment que nous sommes en chantier, profitons-en pour faire tout comme il se doit, au lieu de commencer d'abord à faire une forme d'analogie en fonction du LMD. Et peut-être. Donc il faudra, au lieu de faire une simple analogie, il faudra que nous réformions le programme et que nous ayons réellement ces programmes de capacitation et qui fait que quand un Congolais quitte le Congo avec son diplôme de master, qu'il soit pris à juste titre et en considération au niveau des autres pays. Ça, c'était vraiment pour cette phase-là. Maintenant, par rapport à la faisabilité, professeur, pourquoi nous voulons réinventer la roue? Parce que le système gradual licence, nous en avons hérité. Ces personnes qui nous ont légué ces programmes, parce que je parle d'héritage, ont migré vers le programme de transfert des crédits et tout ça. Mais voyons ce qu'ils ont fait. Nous n'allons pas perdre du temps. Vous savez, aujourd'hui, nous n'allons pas commencer à perdre du temps à voir comment est-ce qu'on peut inventer un véhicule, une voiture, alors qu'il y a des gens qui ont déjà inventé une voiture. Il suffit de voir ce qui s'est passé et d'adopter. Parce que nous avons une maladie en RDC. Nous perdons souvent trop de temps sur des futilités. C'est des choses qui ont déjà été résolues. Prenons la formule, appliquons-la. Et c'est ce que les Chinois font. Les Chinois, ils ne se cassent pas la tête. Ils prennent ce qui a déjà été fait. S'il faut l'améliorer, on l'améliore. Mais allons-y, avançons. Ils n'améliorent pas, ils font du copier-coller. Non, mais voilà. Ça veut dire que sur ces plans-là, il y a déjà quelque chose qui a été fait. Et pour atterrir, directeur,
c'est sur la question des nominations et des désignations au niveau de l'administration académique et tout ça. Mais ce n'est pas qu'au niveau de l'administration académique. Nous avons le même problème quand il s'agit de désigner des personnes, de nommer des personnes à tous les niveaux. Et ça nous ramène à un débat que nous avons eu ici, autour de cette table, en 2017, sur la question des faux magistrats. Les magistrats, des personnes qui étaient nommées comme magistrats, alors qu'il y avait certains qui n'avaient même pas encore leur diplôme de licence en droit. Et ça nous ramène aussi à l'introduction de cette émission directeur. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui rendent de compte, parce que j'ai appris qu'on a suspendu la décision du ministre de nommer, relative à la nomination des cadres académiques. Mais pourquoi personne n'est puni? Pourquoi personne n'est interpellé? Donc dans ces pays, on dit toujours, ah, il y a eu magouille, ah, ouais, on a stoppé, on a suspendu. Comment on dit déjà, il y a un terme qu'on utilise, c'est de refaire quelque chose là, par rapport à la décision, mais personne n'est jamais sanctionné. Il faut qu'il y ait des critères. Si les personnes ne sont pas désignées dans les critères, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et cette personne doit être sévèrement puni, sévèrement sanctionné. Et là, nous pouvons avoir un pays qui change. Mais voyons notre petit voisin, le Rwanda. Mettons un peu du sérieux dans ce que nous faisons et donnons-nous restituons notre dignité vis-à-vis des autres pays. Ok, rapidement, monsieur. Rapidement. Moi, je pense que on vacille. Au niveau de l'enseignement ici, tout le monde a décrié le niveau de l'enseignement, qui est très bas, trop bas. On n'est jamais répertorié, aucune de nos universités n'est répertoriée parmi les 100 premières universités. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, ça pose un problème. Et ce problème, pour moi, je le retrouve d'abord au niveau du contenu de l'enseignement, de un, et ensuite au niveau de la méthodologie. Quand on regarde un enfant qui choisit d'aller dans une école supérieure ou un institut, là, c'est trop clair pour moi. Il va pour apprendre le métier directement, en très peu de temps. Il peut avoir des cours en présentiel et suivre des stages et autres. Mais quand je vois les jeunes qui vont à l'université pour avoir les diplômes d'université, pour le plaisir d'avoir le diplôme d'université, moi, ça me fait mal au cœur. À l'université, on va pour faire des recherches. Quand on va pour faire des recherches, il y a une méthodologie, il y a une pédagogie à suivre. Comment voulez-vous, quand je vois ici, où je me trompe, à l'université, quelqu'un va à l'école du lundi au vendredi, voire même dans certaines facs jusqu'à samedi. Il va à l'école comme s'il allait à l'école primaire ou secondaire du matin au soir. À quel moment ce jeune a le temps de pouvoir se nourrir par des recherches? On ne lui laisse pas le temps de pouvoir faire des recherches en bibliothèque. Et il se suffit simplement avec les syllabus que nous avons ici, et il dit qu'il a fait les cours. Les syllabus que même le professeur lui-même n'a pas actualisé. Donc ça pose un problème au niveau de contenu, au niveau de contenu du savoir. C'est un savoir désuet, dépassé. Donc on doit revoir le contenu. Et c'est ce contenu-là qui fait que nous sommes en fait en arrière, parmi les derniers, non seulement le contenu et la méthode, la méthodologie. Moi, je suis professeur, je ne vais pas me contenter de donner cours de lundi au vendredi. Je voudrais voir ces étudiants aussi produire déjà dès la première année. Produire comment? Par non seulement des exposés d'un quart d'heure, il faut leur apprendre la synthèse. Ce n'est pas de produire, venir ici faire un exposé d'1 heure ou de 2 heures. Non, dans le monde moderne, on ne vous laisse pas assez de temps. En un quart d'heure, un exposé doit contenir le tout. Et l'élève doit faire des recherches sur un sujet. Il ne va pas me dire, j'ai fait mes recherches sur Mabika Kalanda, sur le bouquin de Mabika Kalanda. Non, il faut sur le même sujet des remises en question qui me cite une bibliographie riche, variée, etc. Il faut qu'il apprenne déjà, dès la base, à faire des recherches. Comment voulez-vous qu'on ait des chefs d'entreprise qui soient performants et alors qu'ils ont suivi ces filières où on n'a jamais appris à quelqu'un à pouvoir étudier une question dans tous les sens du mot? Ils n'ont pas appris ça, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute à l'enseignement. Au-delà du contenu, il y a aussi un problème, c'est celui du coût. Notre État n'a pas les moyens de supporter ce qu'il a supporté jusqu'à présent. 5 ans de cours pour avoir une licence. Mais quand on prend ce gosse qui a fait 5 ans de cours
pour la licence, on le met en face de celui qui a fait 3 ans de licence, en France, en Belgique ou ailleurs, mais c'est le jour et la nuit. Mais l'autre risque de fuir. Il dit, mais cet élève, celui-là, il a le même niveau que moi, mais il a l'air d'avoir un niveau beaucoup plus élevé que mon professeur. Ça pose un problème. Ça pose réellement un problème très grave. Donc, il faut revenir sur les fondamentaux. Et j'ai vu qu'il y avait un brouillard là, à un moment donné, pour savoir le graduat, cette licence. Mais le graduat, on peut garder le mot graduat pour les 2 premières années d'études universitaires. Ça équivaut à peu près à ce qu'on appelle en France le DEUG, diplôme général d'enseignement universitaire général, le DEUG. Après le DEUG, vous rentrez en licence, 1 an de licence, puisque là, vous avez déjà pris une option. Après le DEUG, quand vous rentrez en licence, vous avez déjà pris une option. Par exemple, on a cité le droit public ou droit privé, déjà en 3e année. Il y a déjà une spécialité avant d'aller au master où vous allez encore parfaire votre spécialité. Donc, revenons aux fondamentaux. Si on va aux fondamentaux, n'oubliez pas que l'université, ça forme des chercheurs. C'est l'élément important. Un chercheur doit déjà apprendre à faire des recherches dès la première année, en faisant des recherches en bibliothèque, ne pas simplement se limiter au syllabus. OK. Il y avait une question qui a été soulevée ici. Oui. Quel est le premier prérequis? Les programmes, on ne les prend pas du ciel. Même dans votre métier de journaliste, qui fait le programme? Ça doit d'abord être un journaliste. En matière d'ingénierie, ce sont des ingénieurs. Ça peut être il est dans la société des pharmaciens, n'est-ce pas? Ce sont ces gens de personnes qui font des programmes. Parce qu'il ne peut pas venir avec un programme qui vient du ciel. Donc, il faut d'abord avoir quelqu'un qui est dans mon domaine d'économie de l'environnement. Jusque-là, je n'ai pas connu un seul professeur dans ces pays qui a fait ça. Alors, on va prendre un programme d'Allemagne et puis on amène ça au Congo, économie de l'environnement. Qui va enseigner? Donc, ça doit être des gens de cette formation-là qui doivent préparer le programme. Et l'MD, le programme, vient d'être fait récemment, pendant la grève ici. Il y a une semaine passée, on a dit qu'on a terminé toutes les maquettes. Mais il y a des filières qu'on a oubliées. Tout s'est fait à la hâte, on a oublié des filières. Alors là, ça devient un problème. Les universités sont maintenant en train de s'organiser pour dire, écoutez, on a oublié telle filière, nous organisons ça depuis longtemps. Alors maintenant, nous allons préparer notre programme pour envoyer au ministère et que ça puisse être approuvé par les ministères. Et dans le monde entier aujourd'hui, les programmes se font au niveau des facultés. Ça ne se fait plus au niveau... C'est l'État qui, à la fin, définit le programme qui doit être suivi. Oui, mais nous disons ça, de façon pratique. C'est-à-dire que d'abord, ça commence au niveau des facultés. Qu'on s'entende bien. L'État a le dernier mot à dire. Mais les programmes doivent être élaborés par ceux par les experts. Et ces experts, vous les trouvez où? C'est dans les chercheurs des universités. Ce sont donc ceux-là qui élaborent le programme. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la réunion passée, là, il a dit au ministère de l'Enseignement d'aller avec méthode. D'aller avec méthode pour ne pas que cette innovation rate. Si nous étions sérieux, on aurait sanctionné le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. On l'aurait sanctionné. Parce que de lui-même, il se décide dans son bureau enfermé, il décide de tout, des programmes, de mise en place et tout. Alors que ce sont des choses à discuter. Donc on devait discuter. Oui. Alors, la question à poser, le professeur Ngozo a dit que, il a semblé dire que finalement les conseils d'administration des universités n'ont pas voulu frustrer le ministre. Ça, c'est une interprétation. Oui, c'est mon La question que moi j'aimerais bien poser, c'est de savoir, face à toute cette problématique, les conseils d'administration devaient s'assurer que, d'une part, les programmes sont élaborés et que, d'autre part, on a suffisamment de personnel pour appliquer le programme avant de donner le go pour le système progressif. Est-ce que nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que on a suffisamment du personnel pour que dans toutes les universités, la première année soit consacrée au système LMD
ou bien on y va à l'aveuglette, à l'heure actuelle? En réalité, comme le professeur Théophile Mbemba, le ministre Steve Bikai et le ministre Thomas Louaka, tous étaient conscients que nous n'avons pas suffisamment de compétences et qu'il fallait y aller progressivement. C'est pourquoi ils ont, dans les instructions académiques de chaque année, ils ont dit telle université, par exemple l'université de Kinshasa, faculté d'agronomie, ou bien en polytechnique, électricité seulement, ils peuvent organiser LMD. Mon institution, Eastern Marine de King, était parmi les institutions pilotes en matière de formation des sages-femmes. Donc, ces filières-là étaient choisies pour organiser, c'est-à-dire tester le système LMD et voir, à l'issue d'un cycle de 3 ans, on peut faire relever les failles, les difficultés, on fait un rapport. Mais vous savez, chez moi, on a commencé seulement l'année passée. Cette année-ci, le ministre change même de comité de gestion. Et il y a même pratiquement tout un désordre. Ceux qui viennent ne savent même plus comment continuer. On me dit que jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore délibéré les étudiants qui ont fait les LMD. Mais les autres là ont déjà délibéré. Ils étaient même prêts à rentrer les 5, mais LMD non. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là ne comprennent même plus. Mais avec ces groupes ici, on va faire quoi? Le problème de compétences, c'est un problème très criant. En dehors des problèmes de logistique. Donc, je n'entre pas dedans parce que ça, c'est un problème de presque tous les pays sous-développés, mais notre pays a un sérieux problème sur le plan logistique. Même si on a les mêmes programmes avec la France, on ne les fera pas, on ne va pas la mettre en œuvre de la même façon ici au Congo. Parce que là-bas, l'étudiant a accès à la bibliothèque numérisée, il a accès à la bibliothèque en dur, et il a la facilité en fait, d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se former. Tu as été formé à Francfort. Tu connais l'école, comment ça forme. Moi, j'étais en Allemagne. Donc, ça ne sera pas de la même façon que l'étudiant qui a été formé ici en 3 ans. C'est pourquoi Mme Ambongo a raison, que nous avons peur que dans les jours à venir, qu'on ait un licencié de 3 ans qui n'a même pas le niveau d'un gardien de 3 ans. Ça, c'est un problème sérieux. Voilà. Ok, alors, en conclusion, M. Kaparada? Moi, je pense que l'éducation, c'est un secteur très délicat. Il ne faut pas y aller avec précipitation. En fait, si je rappelle un peu le fait, les États généraux ont eu lieu en septembre 2021. Et quand on est en septembre 2021, on est à la veille de la rentrée académique qui généralement est programmée le 15 octobre. On prend les résultats des États généraux, je ne sais pas par où ça passe, qui les a endossés. Ce n'est pas des résultats comme ça des États généraux qu'on doit venir appliquer. La semaine prochaine. Mais sur base, donc la semaine qui a suivi, les États généraux, et on dit, sur base de ces États généraux, voici. Et c'est seulement la semaine dernière que l'on s'assoit avec le conseil d'administration pour essayer de voir ces États généraux et on revient à ce... Non, d'abord avec le conseil des ministres après. Et le conseil des ministres va approuver après. Mais on a déjà pris des décisions. Donc ça doit quand même passer par un passoire obligé, tout ça pour revenir finalement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on prend comme loi, c'est traité quelque part, ça vient des ateliers, de tout ce qu'on peut. Mais il faut quand même que ça suive un certain cheminement avant de devenir des choses qui s'appliquent. Mais la rapidité, je ne sais pas qu'est-ce que effet d'annonce ou quoi, tout ça. Mais en tout cas, c'était trop vite pour moi. C'était tellement vite appliqué que je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas se cogner quelque part? Et effectivement, on s'est cogné. Donc, je crois que c'est ça quand même qu'il fallait voir. Il fallait quand même des organes, comme on l'a dit, d'ailleurs, on l'avait dit, le professeur l'avait dit, que toutes ces décisions des États généraux devaient être endossées par les différents conseils d'administration pour pouvoir voir qu'est-ce qui est faisable chez nous. Bien sûr que nous devons nous mettre au diapason du monde. On n'a plus rien à inventer. Des choses existent. Mais il faut les adopter et les adapter. Ça, c'est très important. Les adopter et les adapter. Absolument. Quand vous passez dans nos universités, l'enseignement, l'université a 3 fonctions, tout le monde le sait. Il y a l'enseignement, il y a la recherche et il y a le service à la population. L'enseignement, tant bien que mal, avec des grèves, tout ce que vous voulez, ça se passe quand même. La recherche. Il n'y a pas de fonds pour la recherche dans les universités. Quelquefois, ce sont des ONG qui financent les recherches. Des ONG avec des budgets dont les montants, c'est des montants qu'on détourne ici. J'ai évalué l'année passée, non, c'était cette année, en avril, un programme
d'une ONG belge qui finance les recherches dans les universités, avec des budgets du genre 10 millions. Mais ici, 10 millions, c'est l'argent que quelqu'un détourne. 14 millions, tout ça. Donc, des budgets comme ça. Et c'est eux qui tiennent la recherche. Si on a encore la recherche qui s'efface, c'est... Mais alors, nous avons quand même un État qui devait mettre de l'argent pour la recherche. La recherche à l'université, pratiquement, ne se fait que par le frais de volontaires, donc des ONG qui interviennent, tout ça. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons attendre quand il n'y a pas de recherche? Service à la communauté. Qu'est-ce que la population, qu'est-ce que la communauté peut attendre de l'université? Donc, c'est ça un peu le problème. Je pense que le secteur n'est pas un secteur n'importe lequel où on peut... C'est un secteur vital pour le pays. Il faudra qu'on prenne le temps qu'il faut et que l'on prenne aussi les ressources qu'il faut pour pouvoir le mener à bon port. Mais la grande question, c'est que, vous savez, chaque année, au moins 700 000 jeunes élèves terminent le secondaire. Bon, quelle est la capacité d'absorption au niveau supérieur, ou quelle est la destinée, à quoi destiner le trop-plein des jeunes qui ont leur diplôme d'État, pour ne pas encombrer l'enseignement supérieur sans les moyens nécessaires pour former des élites de qualité. Donc, l'équation à résoudre pour le gouvernement, c'est celle-là, savoir comment prendre les finalistes du secondaire, les 700 000, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme débouché, et comment trier ceux qui doivent aller dans l'enseignement supérieur par rapport aux moyens dont le pays dispose à l'heure actuelle, afin qu'on ait des personnes qui sortent avec une tête bien faite. Si on doit faire seulement prendre du secondaire et faire naître les universités derrière les maisons, tout ça, ce n'est pas ça. Oui, tout à fait. Moi, je disais que le Conseil des ministres de la fois dernière, au Conseil des ministres de la fois dernière, le chef de l'État, Félix, avait souhaité d'aller avec méthode. Et je pense, lorsqu'on doit faire des innovations au niveau de LMD à l'université, mais il faut penser aussi à l'enseignement primaire, penser aussi à l'enseignement secondaire. Ces gens que vous préparez pour aller attaquer l'MLD doivent bénir de la base. Donc, je pense que le gouvernement doit être responsable dans tout ce que... Voici, la fois dernière, le chef de l'État avait dit, déplacez-moi les marchés de Matadi Kibala. Et on a traîné les pieds. Qu'est-ce qui est arrivé? Les conséquences, nous déplorons tous les conséquences. Et c'est que Félix a dit, concernant l'enseignement, qu'il fallait aller avec méthode. Ça signifie que les gouvernements devaient déjà penser non seulement les innovations au niveau de l'université, mais aussi voir qu'est-ce que nous devons faire à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire. Tout à fait. Pour que ces gens soient aptes à attaquer les systèmes MLD. Voilà. Changeons de sujet parce que nous avions parlé de l'Afrique qui s'était retrouvée avec l'Union européenne la semaine dernière à Bruxelles. 150 milliards disponibilisés pour l'Afrique. C'est une réalité ou c'est un rêve, ça? Économiste. Merci, directeur. Parce que nous voulons parler de ce sommet Union africaine et Union européenne. Ça tombe peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas, mais la coïncidence est là. C'est qu'aujourd'hui, nous fêtons le 137e anniversaire de la signature de l'acte général de Berlin. Donc, 26 février 1885, 26 février 2022. Et nous avons clairement, il paraît très clairement que c'est un peu la continuité au fait de cette relation. Sur quel degré placer cette relation, je ne vais pas le faire peut-être directement, mais une relation qui lie l'Afrique à l'Europe et qui a connu au cours de l'histoire des hauts et des bas. Et d'ailleurs,
dans les résolutions ou dans le compte rendu de ces sommets, il est précisé au fait la dimension historique de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Seulement, personnellement, au regard des conclusions, vous avez parlé spécialement des 150 milliards, mais il y a beaucoup d'autres dimensions. Il y a la dimension relative à la protection de l'environnement, la santé, voilà, l'économie et tout ça. Ici, je vais vraiment donner un avis qui est mien. Quel est mon avis au fait sur la question? C'est que à l'issue de ces sommets, nous remarquons que nous sommes encore restés, plus de 137 ans après, dans cette dimension où il y a l'Europe paternaliste et l'Afrique éternel enfant. Où il y a l'Europe qui dit, voilà, nous avons une relation historique et tout ça, nous allons aider l'Afrique. Nous allons vous donner ceci, nous allons vous donner cela, nous allons... Je n'ai pas vu personnellement la dimension où l'Afrique, les États africains, se présentent face aux États européens comme des États à part entière, qui ont aussi des priorités, qui ne sont pas les priorités de l'Europe notamment. Parce que quand on dit que nous voulons une économie durable, une économie et une croissance durable, pérenne en Afrique, et qu'on met à votre disposition du cash flow pour financer vos importations, ça ne change pas vraiment la donne. Parce que nous, notre point, ce n'est pas d'avoir une bonne relation par laquelle nous vendons à des bons prix nos matières premières à l'état brut à l'Europe. Nous, ce que nous aurions poursuivi comme objectif, c'est d'arriver à avoir une économie de moins en moins extravertie, une économie où nous produisons et transformons chez nous et nous commercialisons avec les autres. Pas une économie où nous avons besoin qu'on puisse renflouer nos caisses en termes de cash flow pour que nous puissions financer nos importations. En matière de santé, on dit voilà, c'est d'ailleurs la première résolution en matière de santé, plus de vaccins pour l'Afrique par rapport à la Covid-19. Est-ce que notre priorité aujourd'hui en matière de santé, c'est la Covid? Pour la RDC, je vous dis, ce n'est pas la Covid. L'année passée encore, 21 000 décès à cause du paludisme. Combien de décès à cause de la Covid? Est-ce que la Covid est une priorité pour nous? Est-ce que c'est une priorité pour l'Afrique? En matière de formation académique, on venait d'en parler. Avec le programme Erasmus et tout ça, ils disent, voilà, on va octroyer encore plus de bourses pour qu'il y ait des étudiants africains qui aillent étudier en Europe. Est-ce que c'est que nous voulons aujourd'hui? C'est un système académique, bon, c'est même pas le système académique. Est-ce que c'est que nous voulons encore envoyer quelques personnes qui vont en Europe étudier et d'ailleurs, dont la grande majorité reste travailler pour l'Europe, ou est-ce que nous voulons un système académique qui produise des personnes valeureuses ici, qui vont nous apporter le développement et la croissance? Donc, à l'issue en tout cas de ces sommets, je n'ai pas vu personnellement la dimension État africain avec ses priorités, mais plutôt État africain devant les maîtres. Devant les maîtres, et les maîtres disaient ok, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ils ont quand même touché la question de la multilatéralité de la coopération, parce que c'est là la question, au fait. Nous, Africains, nous n'avons pas beaucoup changé. C'est seulement que les maîtres ont l'impression que vous voulez aller chercher d'autres maîtres. Il y a la Russie, il y a la Chine, vers lesquels aujourd'hui les pays africains se tournent, mais sans changer de paradigme. Parce que vers la Chine, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à vendre nos matières premières à l'état brut, nous continuons à envoyer quelques étudiants comme boursiers et qui restent travailler pour la Chine, et ainsi de suite. En matière de priorité de santé, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ils nous font quelques dons pour construire un hôpital par là, envoyer quelques médicaments par-ci. Mais la vraie question pour nous, que ce soit vis-à-vis, parce que je maintiens, vous avez vu même ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, les Africains doivent garder une position de non-aligné, mais quand on se retrouve face à ceux-là, il faut les reconnaître.
d'une manière ou d'une autre, ils se sont arrangés pour prendre beaucoup d'avance sur nous et parfois en profitant derrière nous. Ce n'est pas grave, mais aujourd'hui, il faudrait que nous prenions nos responsabilités en tant qu'État. Quand il faut discuter avec eux, nous parlons en tant qu'État et nous voyons nos priorités. Nous devons avoir des plans qui sont les nôtres parce que parfois aussi nous allons là-bas sans vraiment des plans qui sont les nôtres. Nous allons entendre ce qu'eux vont nous proposer parce qu'eux, ils se considèrent comme les personnes qui nous ont civilisés et qui vont nous sortir du sous-développement. Alors que le développement doit venir de nous avec de bons programmes qu'élaboreraient nos académiques pour que nous puissions avoir une Afrique forte et qui réponde à ses besoins. Alors, professeur, pensez-vous que les 150 milliards, c'est une réalité? D'abord. Merci beaucoup, directeur. D'abord, j'ai travaillé pour un think tank de la Banque mondiale, comme directeur régional en Afrique de l'Ouest. Quand un bailleur de fonds vous dit que je vais apporter 150 milliards, d'abord, ce n'est pas un engagement ferme. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de l'échéance, peut-être qu'il n'a apporté que 20 milliards. D'ailleurs, la preuve est que les Européens n'ont jamais apporté plus de 15 milliards en Afrique. Ils les reconnaissent eux-mêmes. Ils disent que récemment, ils sont arrivés à 13 milliards. Mais quand est-ce qu'ils vont arriver à 100 milliards? Ils ont dit jusqu'à l'échéance 2030. Nous sommes en 2022, en 8 ans. Seront-ils en mesure de pouvoir apporter 150 milliards à l'Afrique? Ce n'est pas un engagement ferme d'abord. C'est une intention. De deux, ils sont en face d'un... avec qui vous êtes en train de marchander ou de discuter qui est faible. Donc, les États africains ont une faiblesse en matière de marchandage, en matière de lobbying. Et l'Europe vient d'abord avec ses besoins économiques à lui. Quand l'Europe vient et dit, on va vous apporter ça, mais écoutez, égalité genre, une des conditions. Deuxième condition, on doit faire une transition énergétique, transition écologique, et mobilité, en fait, en matière d'immigration. La mobilité doit être contrôlée, etc. Ce sont des besoins des Européens. Parce que nous, moi j'ai toujours dit, j'ai même dit ça à l'Union africaine, que nous les Africains, on ne peut pas parler de transition énergétique aujourd'hui. Parce que nous sommes encore à la base, là où, en fait, on n'a pas pollué l'environnement comme les Européens. Où sont ces industries qui polluent comme eux? Ce sont eux qui doivent faire cette transition-là, quitter des énergies polluantes vers des énergies qui sont propres. Mais avant d'arriver là, parce que c'est difficile, parce que si vous chutez de là jusqu'ici, l'économie tombe. Alors il faut une transition. Mais nous, pourquoi nous parlons de ces choses-là? Nous parlons de choses qui, en fait, sont là pour l'avantage des Européens eux-mêmes ou des pays occidentaux eux-mêmes. C'est ça la difficulté que nous avons. Donc, ça veut dire que ceux qui vont négocier pour nous, ils vont là pour entendre le maître. Ceux qui va leur dire, oui, maître, nous avons accepté. Et c'est un autre avantage. Mais écoutez, les pays africains sont devenus très vigilants aujourd'hui. J'entends des amis dire, we don't want aid, we want trade. Nous ne voulons pas de l'aide, mais nous voulons de l'échange, le commerce. C'est-à-dire que si vous voulez nous apporter quelque chose, oui, effectivement, nous allons aussi vous apporter quelque chose en contrepartie. Mais pas toujours de l'aide, non. Bon, on a choisi 6 pays. Ils ont choisi 6 pays pour développer les vaccins en Afrique. Et les autres pays n'ont pas besoin de faire ça. Pourquoi seulement le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal? Pourquoi seulement ces pays-là? Le Congo n'a pas de compétences. Mouyembe, ce n'est pas une compétence mondialement reconnue qui peut développer un vaccin sur ses places. Il a développé le vaccin pour Ebola, pour l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'il manquait de développer un vaccin pour Covid ici sur place? Pourquoi ne pas choisir le Congo? Vous voyez, maintenant, nous partons là-bas et puis nous sommes assis, on a applaudi. Ce sont les besoins de l'Europe. Les besoins de l'Europe qui ont été exprimés sous forme d'engagement. Mais moi, je suis certain que ce n'est pas un engagement qui est franc. Il n'est pas aussi ferme. Demain, on vous dira, non, il y a eu guerre en Ukraine. Nous déplaçons nos priorités vers l'Ukraine. Ils sont déjà là. Ah, voilà. Oui, rapidement. Je vois le professeur aller un peu plus dans ce que moi je considère, c'est mon point de vue, comme une lamentation. Mais je retourne mon fusil vers nous-mêmes, nos économistes, autres. Quand on dit 150 milliards, quand vous écrivez, c'est
1, 5, 0, plus combien de séries de 3 zéros? Combien? 9? C'est 9, non? Donc 3 séries de 3 zéros. Oui. Ça Donc, fait vous 150 milliards. 15 avec 10 zéros. Voilà. Donc, nous savons écrire 150 milliards. Nous pouvons écrire 150 milliards sur du papier aussi, non? Et puis, donner une orientation à nos papiers là pour que les 150 milliards écrits en chiffres se transforment en monnaie. Effectivement. C'est pas autre chose que les autres ont fait. Retournons la machine. Écrivons nos 150 milliards sur nos papiers, à nous, même si ce n'est pas du papier russe ou papyrus, mais que nous puissions valoriser ce que les autres cherchent chez nous. C'est à nous de vendre ce que nous avons au prix que nous voulons mettre. Ces gens-là, ils viennent chercher des choses ici. Découvrons ou soyons conscients de ce qu'ils viennent chercher, mettons le prix. Mais nous concernant, Maintenant, ce qu'ils viennent prendre chez nous, est-ce qu'ils nous demandent la permission? Le problème, c'est celui-là. Quand ils ne demandent pas la permission, c'est parce qu'ils ont la force militaire. Parce que c'est ça. Tu veux la paix, prépare la guerre. Civis pacem, parabellum. C'est depuis longtemps que nous avons appris ça. Mais découvrons les forces par lesquelles nous défendre ce que nous voulons vendre à notre convenance. Ces forces-là existent. Si nous rentrons en nous-mêmes, on a cité tout à l'heure Mabika Kalanda. Dans un de ses ouvrages, Remise en question. il y a la remise en question. Il y a l'autre livre que moi j'ai lu, le Tchakani, où il y a les forces spirituelles pour arriver à inventer, pour arriver à créer. Rentrons en nous-mêmes. Le recours à l'authenticité ou le retour à l'authenticité, il y a la force là-dedans pour arriver à créer et vendre pour nous. Effectivement. On n'a pas besoin d'aller pleurnicher chez les Blancs. Créons, c'est à nous de vendre. C'est nous qui devons donner de la valeur. Écrire 150 milliards sur ce que nous voulons vendre et nous aurons 150 milliards. Si nous nous couvrons de la force spirituelle qu'il y a en nous. Je suis d'accord. Ok. Oui, monsieur. Ouais, je doute fort qu'on ait la force spirituelle, puisque quand on regarde la spiritualité au Congo, en Afrique, la spiritualité est liée toujours à l'Occident. Le christianisme, c'est une création de l'Occident. Jésus n'a jamais été chrétien, Jésus c'était un juif. Oui, j'ai dit ceci, Tchakani, mais nous, on recourt vers l'islam, on recourt vers... Peut-être le kimbanguisme, mais encore le kimbanguisme est teinté de christianisme, etc. Donc ne parlons pas de ça, puisqu'on est déjà hors circuit côté spiritualité. Tant que, vous avez raison sur la base, hein, tant qu'on n'aura pas notre spiritualité, ça n'ira pas. Moi je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je reviens au sujet. Pour moi, le problème UA... Nous n'avons plus de minutes. Hein. Essayez de résumer. Union africaine, Union européenne, etc., c'est un problème de situation. Quelle est notre situation au niveau international? Nous ne sommes pas des acteurs au niveau international, pour qui connaît bien les relations internationales. Nous sommes des sujets des relations internationales. Il faudra qu'un jour qu'on devienne des acteurs des relations internationales. Vous dites, vous l'avez dit, monsieur le directeur, que quand ils veulent de nos matières premières, ils viennent, ils s'arrogent. Nous avons, ne serait-ce que le coltan. Est-ce qu'il y a eu un conseil des ministres pour dire combien nous avons besoin pour monter une industrie d'exploration de cette matière première? Si nous, on exploite cette matière première, nous serons les seuls. Et puis, on raffine. Pourquoi on ne le fait pas? On attend que ce soit les autres qui viennent pour nous l'alimenter. On est toujours dans l'alimentation. Devenons acteurs de relations internationales, sortons du statut des sujets. La Corée aujourd'hui, hier, était sujet comme nous des relations internationales. Ils sont devenus acteurs comment? Par le travail, développant l'économie, développant les recherches, l'inventivité, la créativité. C'est ça la force de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mettre hors système international, on doit rentrer dans le système international en ayant la créativité, l'inventivité
et en ayant une économie forte. Et c'est cette économie qui nous apportera des finances qui pourront faire en sorte qu'on dépende moins, puisqu'on ne peut pas dire qu'on sera indépendant financièrement. Tous les États sont interdépendants. Vous verrez demain, la semaine prochaine, on va prendre peut-être une décision pour asphyxier financièrement l'Union soviétique. On a déjà pris. Chiffres. Ouais, voilà. Donc mais l'Union soviétique n'a pas peur de ça. Hein? Non, vous verrez les conséquences. Monsieur Noël. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Concernant le sommet Union africaine et Union européenne, j'ai pu relever dans leurs conclusions 5 points. Ce n'est pas exhaustif. Hein. On dit 2 unions, une vision commune. Quelque part, c'est pas vrai ça. Hein? L'Afrique a sa vision, l'Europe a la sienne aussi. L'Europe est déjà développée. L'Afrique est en train de décoller. Donc l'Afrique prendra du temps pour sa prospérité. On parle d'un partenariat renouvelé. Un partenariat renouvelé, un partenariat basé sur l'égalité. Mais est-ce que nous avons un partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique? Grand point d'interrogation. Monsieur Leboy a démontré tout à l'heure. On parle d'une Afrique et une Europe prospère, durable. L'Afrique n'est pas encore prospère, mais l'Europe a connu la prospérité. Elle est peut-être prospère jusqu'à ce jour. On parle d'une coopération renouvelée et renforcée pour la paix et la sécurité. Vous savez, l'Europe et l'Afrique n'ont pas les mêmes problèmes. Nous avons des problèmes de malnutrition, nous avons des problèmes d'analphabétisation. Mais l'Europe n'a pas ce problème-là. Nous avons un problème de sécurité, un problème de paix, nous avons des conflits par-ci, par-là. L'Europe n'en a pas, peut-être avec la guerre avec l'Ukraine. Il y a partenariat renforcé et réciproque en matière de migration et de mobilité. Ça, c'est les problèmes. Puisque nous voulons un sommet. Parce que l'Afrique est toujours prête à assister à des sommets. Mais que gagne l'Afrique concrètement? Vous avez parlé des 150 milliards d'euros qu'on va répartir dans les investissements, dans la santé et dans l'éducation. Oui, c'est une très bonne chose. Nous attendons cette manne. Mais ça, c'est le énième sommet. L'Afrique est toujours prête pour y aller n'importe où. On vous appelle, la Chine vous appelle, vous y allez. La Russie vous appelle, vous y allez. La Turquie vous appelle, vous y allez. Un jour, les morts vont vous appeler aussi. Vous allez partir. Mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Ce sont des chapelets. Quand vous lisez cette résolution de 8 pages, mais c'est un chapelet de bonnes intentions. Nous attendons toujours la concrétisation. Vous savez, M. Noël, je suis arrivé à une conclusion selon laquelle l'Afrique va se développer avec un modèle endogène. Un modèle africain. Ce n'est pas à l'Europe de venir dire à l'Afrique, faites ceci, faites cela. L'Afrique a des problèmes qui sont les siennes. Les siens, qu'on laisse à l'Afrique. C'est ce que Alpha Condé a eu à dire et qu'il a fait partir. Laissez l'Afrique se développer à sa manière. Et à l'Afrique et à ses dirigeants de devenir consciencieux. Que le développement de l'Afrique ne viendra pas de la Russie, des États-Unis, mais de l'Afrique elle-même. Parce que nous avons tout. Si nous avons des raffineries aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit ici, les raffineries d'or, les raffineries de coltan, de manganèse, du pétrole. Et qu'est-ce que nous irons chercher dans ces sommets? On nous assiste. On vous dit, voilà pour les vaccins. Il n'y a pas de médecins africains pour créer des vaccins contre la Covid, vous êtes sûr? Mais qu'on nous donne de l'argent pour les vaccins. Qui leur empêche de faire? Mais créons-les. Mais nous avons des docteurs compétents pour le faire. Elle dit, un modèle endogène, non? C'est ça qu'elle dit. Il faut un développement endogène. On ne doit pas tout le temps aller vers l'Europe, tout ça. Là, c'est de On perd de l'énergie, on perd a du besoin temps. des autres, des expériences des autres. Alors, un petit... Juste un petit mot. En fait, moi, j'ai toujours dit que l'argent neutre n'existe pas. 150 milliards, on vous dépose, faites ce que vous voulez. Ça n'existe pas. C'est toujours poursuivi, c'est toujours accompagné d'eux. Donc, eux, ils ont déposé 150 milliards. Nous, dans la cagnotte, nous avons déposé combien? Il fallait aussi que l'Afrique annonce ce qu'il met dans cette enveloppe-là. Vous avez mis 150 milliards, nous, on met 200. En fait, une fois, je suis allé évaluer un projet au Rwanda. C'est déjà des projets, c'est fait par des Belges. En fait, la Belgique donne 5 millions, le Rwanda décide de donner 6 millions et décide de nommer le responsable. Tout à fait. Parce que c'est lui qui a donné plus. Parce que celui-là, au moins, peut suivre la politique rwandaise. Mais
souvent chez nous, quand on nous donne l'argent, on nous donne aussi ceux qui doivent le gérer jusqu'au bout. On nous indique les prestataires. On dit, votre contribution, bon, si vous pouvez trouver un bâtiment, tout ça. Mais ça n'équivaut pas. L'argent qu'on donne, donc on ne peut pas vous donner notre argent pour que vous puissiez le gérer comme si c'était votre argent. Donc, eux, ils ont donné 150 milliards. Nous, on a donné combien? Et puis, on dit, en fait, c'est dans la littérature, on dit, bon, c'était pour contrer aussi les financements asiatiques qui sont allés jusqu'en 2019. Les Chinois sont arrivés pratiquement à 37%, alors que les Belges, enfin les Occidentaux étaient encore à 12%. Donc, pour essayer de contrer ça, on dit bon, c'est pour les infrastructures. Parce qu'on a rapidement évalué que les infrastructures africaines aujourd'hui sont financées par la Chine à hauteur de quelque chose de 32, quelque chose comme ça, alors que les autres, il y a presque plus d'investissement dans les infrastructures. Si vous regardez les grands aéroports qui se construisent, même ici à Brazzaville, tout ça, c'est fait par les Chinois. Donc, c'est un peu ça. Et donc, l'argent neutre n'existe pas pour dire, oui, vous ne ferez pas de cet argent, c'est que le donateur, vous ne ferez que ce qu'il veut. C'est ça. L'argent neutre, jusqu'à maintenant, ça n'a pas existé. Il fallait qu'ils disent, bon, on nous donne 150 milliards, nous-mêmes, Africains, nous allons déposer dans cette cagnotte-là autant. Et nous aurons une enveloppe de 300, de 400 milliards, et on verra qui peut gérer. Donc moi, je pense qu'il faut quand même se lever. Pour le moment, il faut prendre des raccourcis, parce que toutes les intelligences maintenant existent. Il faut prendre des raccourcis en disant, ceux-là ont fait ceci, nous adaptons dans une certaine mesure. S'ils ont pris 10 ans pour le faire, nous en une année, parce qu'il y a des raccourcis, on réussit. Et avec la technologie. Et avec la technologie, tout ça. Voilà. La semaine prochaine, nous pouvons revenir sur la réunion, la conférence diplomatique qui s'est tenue à Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous pouvons arrêter là. Vous venez de suivre la réflexion sur ce que les Européens pensent pour nous, Africains, et surtout pour nous, Congolais. Et d'ailleurs, même dans les 150 milliards là, si on regarde bien, les autres pays africains vont en bénéficier plus que la République démocratique du Congo. Il y aura une Donc, conditionnalité à respecter pour les Congos peuvent réaliser par an 150 milliards. Les Congos, comme disait Simon, les Congos peuvent réaliser 150 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Voici le gouvernement qu'on appelle Warrior. Le gouvernement qu'on appelle Warrior, ça fait bientôt une année. Mais les grumes congolais continuent à sortir. Donc le bois congolais brut, le bois congolais des véhicules sillonne vers Matadi. même le bois rouge. Et les Warriors est incapable d'arrêter ça. Et on ne sait pas arrêter ça pour créer de l'emploi ici, faire des scieries et vendre des planches déjà travaillées avec une valeur ajoutée. Comme au Gabon. Voilà. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de ce numéro. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. Nous disons merci à l'équipe technique, merci à la réalisation, merci Luboya, merci Gandhi, Merci les directeurs. merci Kambelembele. Kambelembele, Ambongo, Je vous en prie. Kapangana, Professeur Ngonzo. Merci. Au revoir et à dimanche prochain avec une rediffusion le mardi. Naboyokani bodiso na tebo tosiwa bayeta unité